Je vais y arriver. Voilà. Euh, Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis donc médecin biologiste en hématologie, donc cytologiste et cytométriste. Et aujourd'hui, je vais vous parler. Donc, on m'a demandé de vous parler du regard du cytologiste, cytologie des SMD et leur classification. Alors, tout ça en 20 minutes. Alors, il est évident que je ne vais pas faire de vous des cytologistes capables de rendre un myélogramme de syndrome myélodysplastique en 20 minutes, mais je vais essayer de vous montrer quels sont nous, côté biologiste, eh bien, nos challenges. Et puis, on parlera aussi classification. Là aussi, le temps imparti ne va pas me permettre de rentrer dans toutes les subtilités, mais j'espère au moins vous donner des grandes lignes pour que vous puissiez mettre en application quand vous serez vous-même dans votre stage au laboratoire ou bien quand vous lirez les conclusions des myélogrammes. Voilà, donc le rôle d'un cytologiste, ça va être de diagnostiquer un syndrome myélodysplasique que vous allez suspecter devant une ou plusieurs cytopénies chroniques. Et donc, on va devoir, pour arriver à ce diagnostic, et bien suivre différentes étapes. La première, ça va être de reconnaître les différentes anomalies cytologiques qui vont constituer la dysmyélopoïèse. Et ce, dès l'examen du frottis sanguin. Donc ça, il est important. Et là, peut-être je vous l'apprends, mais les cytologistes sont regroupés dans une société savante qui s'appelle le GFHC, donc le groupe francophone d'hématologie cellulaire, et qui est un groupe coopérateur de la SFH. Et en 2014, ce groupe a écrit des recommandations pour la revue microscopique des frottis sanguins afin d'harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. Et je vous ai mis ici les seuils, en tout cas pour l'anémie et la thrombopénie, auquel c'est opposable, tous les biologistes doivent vous faire un frottis. Vous voyez, c'est des seuils très bas, parce que c'est 8 grammes d'hémoglobine et thrombopénie inférieure à 100 gigas par litre de plaquettes. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, si vous suspectez un syndrome myélodysplasique avec bien sûr des cytopénies qui seront moins profondes, de toujours le spécifier. Je fais un peu à chaque fois, je vous fais un peu de teasing voilà, pour améliorer les relations cliniciens-biologistes. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Parlez à vos biologistes et dites-leur que vous suspectez un SMD quand vous demandez un hémogramme. Pourquoi? Parce que dès l'examen du frottis sanguin, on va être capable de dépister. Alors, il faut que les anomalies soient assez évidentes. Là, je vous ai mis, en dehors de tout contexte de transfusion, ce qu'on appelle une double population, c'est-à-dire la présence de globules rouges vides et pleins. Et ça, c'est un très bon signe qui permet de suspecter une anémie sidéroblastique. Voilà, ici, vous avez une hématie renfermant des ponctuations basophiles. Et puis, je vous ai mis des exemples assez flagrants de 10 granulopoïèses. Vous voyez des polynucléaires neutrophiles. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais vu, normalement, il y a 3 à 5 lobes. Et là, on a 2 lobes, voire un seul lobe, donc un aspect de pseudopelger, un PN ici qui a le cytoplasme complètement dégranulé, ou ici, renfermant donc des inclusions bleutées qu'on appelle des corps de Deuil. Bien sûr, c'est sur le frottis médulaire qu'on affirmera vraiment la dysmyélopoïèse. Et donc ici, je vous ai mis des exemples de dysmégacariopoïèse. Voilà, donc je n'ai pas pu résister à l'envie de vous mettre des photos de cytologie quand même. Donc un mégacariocyte au noyau fragmenté, ici un mégacariocyte au noyau hypolobé, et puis ça, c'est l'hypolobulation caractéristique du syndrome 5Q-, qui nous permet de le suspecter à la lecture du myélogramme. Et ici, une anomalie extrêmement spécifique, qui est la présence d'un micro-mégacariocyte, donc un mégacariocyte de très petite taille par rapport ici à l'érythroblaste polychromatophile. On va également pouvoir observer des anomalies touchant la lignée érythroblastique, donc la dysérythropoïèse. Donc ici, différentes, une mégaloblastose, là ici des vacuoles dans le cytoplasme des formes les plus immatures. Dans les formes les plus matures, on pourra voir ce qu'on appelle le cytoplasme feuilleté ou mal hémoglobinisé avec des ponctuations basophiles, le pont interchromatinien qui est relativement spécifique, et puis on a parfois des aspects de bourgeonnement également nucléaire. Et puis, bien sûr, la recherche d'anomalies dysérythropoïèse, elle devra être systématiquement réalisée par une coloration de Pearls qui va permettre de mettre en évidence et parfois de supplanter la biologie moléculaire, parce que je vois qu'Olivier fait des sortes de commentaires. Et donc, on verra donc une disposition particulière de ces granulations, de ces grains de fer qui se répartissent autour du noyau et qui nous permettent d'affirmer la présence de sidéroblastes en couronne.
Également, je ne vous ai pas remis des photos de dysgranulopoïèse parce que celle du sang était assez illustrative, mais également sur le frottis médulaire, on fera un décompte des formes les plus immatures, blast sans grain, blast avec grain, c'est-à-dire myéloblast. Donc vous avez ici des blasts sans grain et ici un blast, un myéloblast, et on devra les numérer pour savoir s'il y a un excès ou une absence d'excès de blast. Alors, ces anomalies, là, je vous ai montré des choses qui ne prêtent pas trop à discussion, mais parfois les anomalies sont moins évidentes. Et afin, là encore, d'harmoniser les pratiques, il y a un groupe international qui s'est intéressé, qui a publié plusieurs articles de consensus entre 2008 et 2018, un petit peu pour édicter des règles de pratiques consensuelles pour qu'on puisse mieux définir les anomalies, la définition, les critères cytologiques des différentes anomalies, et puis surtout indiquer un peu des éléments de spécificité. Parce que ce qui va être compliqué pour le cytologiste, c'est d'une part donc, de reconnaître ces éléments, mais de pouvoir dire que derrière cette dysmélopoïèse qui est un symptôme, est-ce qu'on a bien un diagnostic de syndrome mélodysplasique ou alors est-ce qu'il ne faut pas chercher d'autres causes de dysmélopoïèse? Et c'est là-dessus, donc je voulais juste m'arrêter un instant sur ce point-là et vous illustrer ce qui peut être à l'origine d'une dysmélopoïèse et qui n'est pas un syndrome myélodysplasique. Donc il y a parfois des choses très évidentes comme les anomalies liées à des carences vitaminiques en B9, B12. Voilà, là, je vous ai mis une image frottis sanguin avec une dysérythropoïèse majeure et puis un polynucléaire hyper segmenté. Et puis, vous avez voilà, la moelle caractéristique qu'on réalise quasiment plus maintenant dans les centres. On a les dosages vitaminiques en urgence, mais qui permet de voir un synchronisme de maturation nucléocytoplasmique, des métamylocytes géants, tout un cortège d'anomalies qui sont de la dysmélopoïèse, mais qui ne correspondent pas à un syndrome myélodysplasique. Et puis, alors là, c'était une présentation très intéressante qu'avait fait une de nos collègues, Sylvie Dalifard, lors d'un congrès justement du GFHC. Elle nous avait montré des images de patients. Voilà, là, vous avez un patient qui était sous Immurel et là, un patient sous méthotrexate. Et vous voyez, les anomalies de dysmégacariopoïèse sont très importantes et ferait signer un compte-rendu à un cytologiste d'aspect de syndrome myélodysplasique. Donc, c'est pour ça, encore une fois, quand vous suspectez un syndrome myélodysplasique, surtout précisez les thérapeutiques de vos patients parce qu'un patient sous traitement immunosuppresseur, on ne doit a priori pas conclure un syndrome myélodysplasique uniquement sur les seules données cytologiques. Donc, ça, c'est très important. Et puis, quand on a reconnu la dysmélopoïèse, eh bien, il va falloir la quantifier. Donc là, il y a des règles qui ont été édictées par l'OMS dès 2008. Il y a un nombre minimal d'éléments à décompter, donc 30 mégacaryocytes, 200 éléments de la lignée neutrophile, 200 érythroblastes. Et donc, il est important, si c'est vous qui avez réalisé le myelogramme, surtout d'envoyer plusieurs lames, plusieurs frottis au laboratoire, parce que déjà, il y en a un qui va servir, vous l'avez compris, pour la coloration de Pearls. Les autres vont être colorés au MGG, mais on est parfois obligé de regarder plusieurs frottis pour atteindre, ça dépend un peu de la richesse des frottis, mais pour atteindre ce nombre d'éléments. Donc, c'est important d'envoyer plusieurs lames. Et puis, on va parler de dysmélopoïèse significative quand on aura compté par lignée, donc selon sur le nombre d'éléments que je vous ai précisé là, eh bien, au moins, par exemple, 3 mégacaryocytes présentant des anomalies, au moins 20 éléments de la lignée neutrophile ou 20 érythroblastes. Alors, ils peuvent avoir une ou plusieurs anomalies, on compte un élément anormal. Et si on a au moins 10%, on va vous rendre qu'il y a une dysmélopoïèse significative. Et puis ensuite, on va faire la synthèse pour savoir le nombre de lignées atteintes, sachant qu'on va opposer les atteintes unilignées des atteintes multilignées, 2 ou 3 lignées. Et puis enfin, quand on aura fait ça, on va pouvoir classer donc le SMD selon la classification donc, en vigueur. Donc là, je vous ai remis un petit peu les différentes évolutions depuis la femme, donc près de 50 ans. On a les différentes évolutions des classifications avec les deux propositions plus récentes qui ont été faites par l'OMS et puis l'ICC. Et donc, je vais un peu... Alors, j'ai oublié un peu de vous expliquer l'évolution pour que vous compreniez un petit peu les nouvelles propositions de ces classifications. Alors déjà, quels vont être les éléments nécessaires pour classer? Il faut un hémogramme et un frottis sanguin. Pourquoi? Parce qu'il nous faut le nombre de cytopénies, la monocytose en valeur absolue et le pourcentage de blasts circulants et le cas échéant, la présence de corps d'Auer.
Ce qui est important, et là j'insiste aussi, parce que souvent c'est des patients qui sont vus en consultation, vous leur avez fait faire l'hémogramme dans un laboratoire de ville, donc là il n'y a pas de souci pour avoir les données quantitatives sur le nombre de cytopénies, la monocytose, mais ce qu'il va manquer, en fait, j'ai mis en valeur absolue et aussi en valeur relative à présent, mais ce qui va manquer, c'est le fait que le cytologiste puisse lui-même, celui qui va rendre et classer le SMD, puisse lui-même donner son avis sur le pourcentage de blastes circulant. Donc ça, c'est important. Donc il faut refaire prélever votre patient dans le laboratoire qui va classer le SMD. Ensuite, bien sûr, il faut le myélogramme. Sur le myélogramme, on l'a vu, on aura le nombre de lignées atteintes, le pourcentage de blastes médulaires, plus ou moins la présence de Cordauer, et on aura également, grâce à la coloration de Pearls, le pourcentage de sidéroblastes en couronne. Le cariotype est indispensable, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment, et l'examen du frottis de sang peut être vraiment intéressant dans des cytopénies pour justement vous orienter vers un SMD et prévoir vraiment de prélever votre patient avec un cariotype à la recherche d'anomalies cytogénétiques. Et puis, depuis la version 2016 de la classification de l'OMS, eh bien, la biologie moléculaire est aussi complémentaire et indispensable à la classification. Et donc là, pour mettre en évidence des anomalies moléculaires dont le professeur Cosmider va bien sûr largement vous parler tout à l'heure. Alors là, je voulais juste vous alerter sur un élément où moi, je n'ai pas de réponse physiopathologique. On est parfois surpris d'une discordance entre la cytopénie relevée sur l'hémogramme et la lignée atteinte, voilà, qui est sur le myélogramme. Donc voilà, des fois, ça arrive, donc ne soyez pas vous-même étonnés. Alors, au cours de l'évolution de la nomenclature, eh bien, au cours des différentes classifications, il y a eu différentes terminologies employées pour désigner les syndromes mélodysplasiques. Donc, les termes historiques sont des termes d'anémie réfractaire qui semblaient finalement parfois non adapté, puisque votre patient, la cytopénie n'était pas une anémie, mais une neutropénie ou une thrombopénie isolée, par exemple. Et donc, le terme de cytopénie réfractaire est apparu en 2008 et a permis comme ça de s'opposer aux cytopénies, la cytopénie réfractaire à dysplasie multilignée, puis on précisait la lignée atteinte, et non pas la cytopénie, ce qui était parfois un petit peu étonnant. Et ensuite, ce terme-là était opposé aux cytopénies réfractaires avec dysplasie multilignée. Sinon, concernant les sidéroblastiques, on était resté sur une terminologie jusqu'en 2008, assez similaire, de même que les anémies réfractaires avec excès de blast. Et puis en 2016, du coup, pour harmoniser toutes ces entités, en fait, il a été décidé de les appeler syndrome myélodysplasique et d'y associer des précisions sur le fait qu'on avait une dysplasie d'une seule lignée, une dysplasie multilignée, la présence de sidéroblastes ou encore d'un excès de blast. Je mets à part l'entité syndrome 5Q- et SMD avec des lésions du 5Q qui en fait est suspectée cytologiquement, mais bien sûr affirmée par l'analyse cytogénétique. Et puis, eh bien, en 2022, finalement, la dernière proposition de la classification OMS, c'est de dénommer ces entités néoplasie, non plus syndrome, néoplasie myélodysplasique, d'une part pour bien affirmer leur nature cancéreuse, et puis pour s'harmoniser, puisque en 2016, vous savez que les syndromes myéloprolifératifs sont devenus des néoplasies myéloprolifératives. Voilà. Donc là, il faudra voir, mais l'abréviation est de retenir MDS pour myélodysplasique, donc ça peut être aussi une abréviation qu'on utilisera, et je vous présenterai les différentes entités rapidement après. Je voulais également revenir sur une évolution qui est pas finalement qui a vraiment son importance. C'est l'évolution sur la définition des cytopénies, puisque jusqu'en 2016, les valeurs qui étaient préconisées pour faire le diagnostic d'un syndrome mélodysplasique, eh bien, vous voyez, c'est celle que j'ai mis au milieu. Ça correspondait en fait au seuil de l'IPSS et donc des cytopénies assez profondes, parce que 10 grammes pour l'hémoglobine et une thrombopénie inférieure à 100 giga par litre. Ce qui fait qu'en 2008, il n'y avait pas trop de précision. En 2016, la classification proposait de quand même pouvoir poser un diagnostic si on était sur des valeurs supérieures. Il y avait quand même finalement un décalage entre la définition des cytopénies par rapport aux valeurs de référence, je veux dire usuelles, que je vous ai mis en rose. Et c'est quelque chose qui est rétabli sur la version de l'OMS 2022 et aussi dans l'autre proposition de classification à l'ICC,
où les valeurs proposées correspondent à des valeurs de référence. Voilà, je voulais le dire parce que c'était un sujet. Alors peut-être que je vous avoue que les biologistes, on se permettait de poser des diagnostics, même si on était à des valeurs de cytopénie un petit peu plus hautes. Mais finalement, si on suivait vraiment les classifications, en tout cas celle de 2008, on aurait dû ne pas le faire. Voilà. Et puis enfin, et le plus important, c'était un peu vous parler de l'évolution de la hiérarchisation des critères cytologiques. Alors, j'ai présenté comme ça pour que ce soit un peu plus simple que de vous présenter les tableaux tels qu'ils sont proposés dans les différentes versions de la classification. En fait, vous avez ce qui est le plus important par rapport à toutes les anomalies, finalement, c'est cette valeur de la monocytose, puisque à partir du moment où on dépasse 1 giga par litre, et puis en 2008, on pouvait ne pas être à plus de 10% de la formule leucocytaire, eh bien, le diagnostic porté doit être celui d'une LMMC. Ensuite, c'est l'excès de blast qui va primer. Donc, excès de blast qui est défini soit dans la moelle osseuse avec plus de 5% donc de blast parmi les éléments médulaires ou plus de 2% dans le sang. Et puis, si vous avez un excès de blast, et où, ça permet éventuellement, si le prélèvement est un peu hémodilué, de rattraper et d'affirmer la présence d'un excès de blast sur l'examen du frottis sanguin. Donc, toujours importance d'avoir le frottis sanguin en même temps que le myélogramme. Et donc, ça permet d'affirmer un diagnostic d'AREB, donc d'anémie réfractaire avec excès de blast. Et puis, quand il n'y a pas d'excès de blast, on va alors regarder. Donc là, on est en 2008. On va regarder le nombre de lignées dysplasiques. Et donc, on va, si on a plus de 2 lignées, en fait, on posera un diagnostic de dysplasie multilignée. Et ça primera sur la présence d'un excès de sidéroblaste en couronne, qui, selon la définition de 2008, était défini par plus de 15% de sidéroblaste sur la coloration de Pearls. Et enfin, si on n'avait pas cet excès de sidéroblaste, eh bien, on avait une dysplasie unilignée. Et donc, ce qui a changé, c'est qu'à partir de 2008, eh bien, on vous n'a pratiquement plus rendu de diagnostic d'anémie sidéroblastique parce qu'en fait, souvent, elles ont des dysplasies multilignées. Et du coup, on rendait des CRDM. Alors, on précise avec sidéroblastose, mais on rendait de façon prépondérante des diagnostics de CRDM. Et du coup, en 2016, on a rétabli, c'est-à-dire l'excès de sidéroblaste en couronne est venu reprendre la place et son poids par rapport à la dysplasie multilignée. Donc, depuis 2016, on parle de SMD avec sidéroblaste et on précise cette fois si la dysplasie est unie ou multilignée. Le reste n'a pas été modifié. Et les propositions de la nouvelle classification, eh bien, c'est d'abaisser. Alors, je ne parlerai pas parce que je n'ai pas le temps et je laisserai le plaisir au professeur Solari de vous parler de la classification des LMMC. Mais le seuil est abaissé, la proposition est de l'abaisser le seuil de monocytose à 0,5 avec au moins 10% des monocytes sur la formule leucocytaire. Et puis, finalement, la définition de l'excès de blast reste. Alors, ça s'appelle maintenant MDS avec des blasts augmentés, increased blast. Et la définition des sidéroblastiques, eh bien, c'est la définition moléculaire qui prime. Donc, Olivier va vous en reparler. Donc, avec la présence d'anomalies, de mutation du gène SF3B1. Et enfin, eh bien, la distinction finalement sur les formes sans excès de blast en dehors des formes avec présence de la mutation du gène SF3B1, eh bien, on parle juste de MDS avec des low blasts, donc voilà, sans excès de blast. Et la distinction entre la dysplasie unie et multilignée devient à présent optionnelle sur cette proposition. Alors, je vous ai remis là la proposition vraiment de cette classification qu'on a pour l'instant uniquement sous forme d'articles avec 2 groupes. Donc ça, je laisserai bien sûr Olivier vous en parler dans le topo suivant. 2 groupes définis par des anomalies génétiques, finalement 2 groupes qui préexistent. Et vous voyez, même si c'est défini par des anomalies génétiques, la première définition, c'est une définition cytologique puisqu'il ne faut pas avoir d'excès de blast. Donc, voilà. Mais c'est quand même le groupe avec anomalie génétique. Il vous parlera de la nouvelle entité avec l'inactivation biallélique de TP53. Et puis, dans le groupe des anomalies définies morphologiquement, je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est des critères cytologiques, mais il y a 2 nouvelles entités finalement définies par des critères histologiques, puisqu'on a apparition d'un MDS hypoplasique et puis d'une forme de MDS avec de présence de fibrose. Donc là aussi, à discuter, puisque je ne pense pas que dans vos pratiques de clinique, ces patients aient habituellement des biopsies ostéomédulaires, mais ces 2 entités, a priori, devraient être définies sur des critères histologiques.
Voilà, là, je vous ai mis la proposition alternative de l'autre classification qui a été publiée également en 2022. En fait, il n'y a pas énormément de différence, il n'y a pas une distinction entre un groupe avec anomalie génétique et un groupe défini morphologiquement, mais on retrouve les différentes entités. Hop, voilà, donc ça je laisserai aussi peut-être Olivier vous le présentera également. Et puis je finirai juste parce que je ne pouvais pas finir en étant également cytométriste sans vous parler de la place de l'immunophénotypage dans le diagnostic des syndromes myélodysplasiques. Alors il faut savoir que c'est souvent une aide pour le cytologiste pour poser son diagnostic. Il y a des scores, de nombreux scores cytométriques qui ont été décrits, des scores plus faciles à utiliser comme le score OGATA qui a été repris par l'ELN, un score qui a été développé en France dans l'équipe de Michaela, le RED score, qui a été repris également par l'ELN. Et puis, je pense qu'Éric Solari vous parlera de la signature phénotypique que nous avons développée dans son laboratoire, qui est maintenant un des éléments, en tout cas, apparaît dans la classification MS comme un élément d'appui pour le diagnostic. J'en profite pour faire un peu de publicité, puisqu'il y a un numéro d'une revue spécialisée en cytométrie, en flux, qui est un numéro spécial consacré à la cytométrie en flux dans les syndromes myélodysplasiques. Et puis, on a au sein aussi d'un autre groupe coopérateur de la SFH qui s'appelle le CITEM pour cytométrie en hématologie, et bien 2 groupes de travail sur les pratiques justement diagnostiques de cytométrie dans le cadre des SMD avec CITEM SMD et CITEM LMMC. Voilà. Donc, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que vous avez d'avoir donné envie d'aller dans un laboratoire si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir vos biologistes. On aime beaucoup discuter avec les cliniciens. Si, il ne faut pas hésiter. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas anodin, ces problématiques de classification quand même, parce que vous voyez qu'elles changent tout le temps. Elles changent tout le temps et finalement, au fur et à mesure, quand on compare les études de l'une à l'autre, on ne parle plus de la même chose. Et c'est pour ça aussi qu'on a parfois du mal à comprendre la littérature parce que ces classifications changent. Et par exemple, vous savez qu'il y a une nouvelle classification des leucémies qui est sortie, qui place la barre à plus de 10% pour qualifier une LAM. Enfin, ce n'est pas tout à fait des LAM, c'est des LAM-SMD. Donc, selon une classification, c'est des LAM-SMD. Selon l'autre, c'est des MDS-IB2. Il y en a une les deux prennent en compte les mutations de TP53, mais dans l'une des LAM, c'est une VAF supérieure à 10%. Dans celle des SMD, c'est des mutations bialléliques de TP53. On va finir par plus rien y comprendre quand on compare un papier à un autre, différentes classifications, différentes méthodes d'évaluation des réponses. Donc, ça devient compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas justifié d'ailleurs. Ça veut dire qu'on essaye au contraire d'avoir des groupes de plus en plus homogènes de patients, mais ça ne simplifie pas forcément la tâche pour la suite. Donc, je vais passer la parole à Olivier Cosmider, qui va nous parler de la biologie moléculaire dans les syndromes myélodysplasiques. Merci Lionel, merci à tous. Moi, c'est un PowerPoint, ça va être plus simple, j'espère. Oups. Merci. En plein écran, ça va passer, ça va être très bien. Je suis ravi de voir la salle complète.